La rupture conventionnelle est un outil très utilisé, parfois trop, à les détourner de sa finalité pour contourner les règles de la démission et du licenciement. Pour en parler, pour faire le point, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Roubine, avocate fondatrice du cabinet CSR Avocat. Stéphanie Roubine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de parler du détournement de la finalité de la rupture conventionnelle, on va justement s'attarder sur ce dispositif. De quoi s'agit-il et quel est son objectif? Alors, la rupture conventionnelle a été mise en place en 2008 par le législateur pour répondre à un véritable besoin de rompre amiablement le contrat de travail entre un salarié et un employeur, salarié engagé uniquement en CDI. Il n'y a pas de conditions d'ancienneté nécessaires pour pouvoir la mettre en place. En clair, c'est une rupture, comme je viens de vous le dire, à l'amiable, ce qui signifie qu'on n'expose pas les griefs à reprocher, que ce soit au salarié ou à l'employeur. Pour faire clair, c'est un divorce à l'amiable. D'accord, donc salariés et employeurs se Ah, mettent d'accord. exactement. Alors, on va maintenant s'attarder sur un détournement de ce dispositif. Dans quel cas on observe justement un détournement des finalités de la rupture conventionnelle que vous venez d'évoquer? Alors, la rupture conventionnelle, c'est une rupture donc à l'amiable. Très souvent, effectivement, il y a des salariés qui décident de partir de l'entreprise après une certaine ancienneté dans l'entreprise. Ils ne souhaitent pas démissionner parce qu'effectivement, quand on démissionne, on n'a pas le droit à l'allocation chômage. Et puis, parfois, des employeurs ne souhaitent pas s'exposer à un licenciement, par exemple pour faute, qu'on pourrait reprocher à un salarié parce que ça demande effectivement du temps. Donc, on met en place cette rupture conventionnelle. Donc, on pourrait considérer que ce soit un détournement. Simplement, le législateur a accepté, si vous voulez, cette rupture à l'amiable, justement pour pallier la démission ou le licenciement. La seule condition, effectivement, c'est que le consentement des deux parties soit libre et éclairé. Alors justement, on va voir quand ça va au contentieux, la jurisprudence, la tendance jurisprudentielle. Comment les juges analysent-ils les ruptures conventionnelles? Alors, une fois que la rupture conventionnelle a été homologuée par la DRET, l'ancienne inspection du travail, le salarié a toujours la possibilité de contester cette rupture conventionnelle devant le Conseil des prud'hommes en respectant un délai d'1 an. À partir de ce moment-là, les juges vont devoir analyser les pièces du dossier qu'on va pouvoir transmettre et savoir si le salarié, par exemple, a été mis sous pression, s'il y a eu une fraude à son consentement. Donc on a des profils de salariés qui sont quand même plus ou moins vulnérables, des salariés qui reviennent après un congé maternité, des salariés qui sont en arrêt maladie. Lorsqu'on a un conflit d'un salarié, par exemple, qui expose d'avoir été victime d'harcèlement moral, tout ça, ce sont des faisceaux d'indices qui permettent d'alerter les juges. Et pour donner un exemple concret d'une salariée que j'avais défendue, qui était partie à l'étranger, envoyée par l'entreprise à l'étranger. À son retour, elle n'a pas retrouvé son emploi. L'employeur a tout mis en place pour pouvoir la forcer à démissionner. Puis finalement, l'a convoquée à un entretien préalable. Et lors de cet entretien, on lui a dit, écoutez, c'est pas compliqué, soit vous êtes licencié pour faute grave sans aucune indemnité, soit vous signez la rupture immédiatement sur le champ. D'accord, donc là, on Donc voit là, on a clairement vraiment qu'il y une avait une fraude, une pression. pression et dans ce cas-là, effectivement, il y a des sanctions, extrêmement graves qui en découlent. Alors justement, on va venir sur les conséquences. Quelles sont les conséquences pour l'employeur quand justement il détourne la rupture conventionnelle de sa Alors, les finalité? conséquences, elles sont très claires, Arnaud. Là, on a une nullité, effectivement, de la rupture conventionnelle, c'est-à-dire qu'on revient au même état qu'avant, d'avoir signé cette rupture conventionnelle. D'accord, Donc on donc a le salarié est toujours alors dans l'effectif de la soit le société. salarié est réintégré s'il le souhaite, soit on a 2 cas, c'est-à-dire que ça produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc le salarié a le droit à une indemnité de licenciement, à son préavis et puis le barème Macron. Et puis deuxième cas de figure, si on arrive à démontrer qu'il y a un harcèlement moral, dans ce cas-là, c'est plus le barème Macron qui s'applique, on est sur une nullité du licenciement et on a, des sommes qui sont, allouées aux salariés en fonction du préjudice réellement subi. D'accord. Ça peut aller jusqu'à quel montant à peu près? On a une fourchette Ça dépend effectivement de l'ancienneté du salarié, du préjudice. Si par la suite il est en arrêt maladie, il n'a pas pu retrouver de travail,
On n'est plus du tout dans le barème, donc ça peut être 6 mois, 12 mois, D'accord. 24 mois, bien au-delà, en fonction du préjudice moral réellement subi, donc au cas par cas. Et il y a des conséquences aussi au niveau de l'assurance chômage. Quelles sont-elles? Alors, les conséquences, donc l'employeur peut être aussi condamné à rembourser, au Pôle emploi les allocations chômage perçues par, le salarié, donc c'est également un risque. Concernant les conséquences pour l'assurance chômage, il y a une conséquence importante, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les actifs qui payent pour les inactifs et lorsqu'on met en place une rupture conventionnelle, ben, c'est finalement un licenciement qui n'est pas, volontaire, d'accord? Mais il y a une analyse, on a analysé le nombre de ruptures conventionnelles et on s'est rendu compte que cette population, ce sont des personnes qui sont extrêmement, professionnelles, qui arrivent facilement à retrouver, un emploi. Donc finalement, ça sert de mutation, professionnelle et ils n'ont pas vocation à rester longtemps, inscrits, au chômage. Donc finalement, c'est un D'accord. très, très bon équilibre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour garantir que le consentement du salarié au moment de la rupture conventionnelle soit libre et éclairé? Alors, on a 2 garde-fous. Premier garde-fou, c'est qu'on a, à partir du moment où on signe, d'abord le salarié et l'entreprise, l'employeur vont se rencontrer autour d'un premier, voire un deuxième entretien. Le salarié comme l'employeur peuvent être accompagnés. Ils vont ensuite signer, le document CERFA et il va y avoir un délai de rétractation de 15 jours. 15 D'accord. jours, calendaires à ce moment-là, où effectivement les parties peuvent réfléchir et décider de se rétracter. Deuxième garde-fou, une fois que le délai de rétractation est passé, on va envoyer le document à la DREEDS qui va analyser si les minimums conventionnels ont été respectés, si le délai de rétractation a été respecté, si on n'est pas face à un salarié vulnérable. Et dans ce cas-là, effectivement, on a quand même des garanties. Troisième garantie, c'est qu'au tout début de la mise en place de ce dispositif, on a beaucoup d'employeurs qui ont, pour ainsi dire, fraudé et qui ont antidaté ce délai de rétractation pour éviter aux salariés d'avoir à se rétracter dans les délais. C'est quoi la sanction si on antidate la rupture Bah, il faut conventionnelle? pouvoir le prouver, mais si on le prouve, c'est toujours la La nullité, nullité. d'accord? Mais là, aujourd'hui, on saisit, si vous voulez, le document CERFA sur le site de l'adresse, donc en télérecours, avec une date certifiée, pour éviter d'antidater ce délai de rétractation. D'accord. Et puis moi, je donnerais quand même le meilleur conseil, c'est qu'à partir du moment où on signe une rupture conventionnelle, on décide de signer une rupture conventionnelle, c'est d'être accompagné par un conseil. Ça donne déjà une garantie de pouvoir être, d'avoir un consentement éclairé et puis surtout de pouvoir être accompagné dans les meilleures conditions pour pouvoir obtenir la meilleure indemnisation. Et au même titre pour l'employeur, de ne pas avoir derrière un prud'homme pour contester cette rupture conventionnelle. Pour terminer brièvement, quel bilan vous faites de ce dispositif de la rupture conventionnelle? Alors, c'est plutôt favorable. On est aujourd'hui, on a beaucoup plus de ruptures conventionnelles que de licenciements. C'est un dispositif qui est largement apprécié, que ce soit par les employeurs ou par les salariés. Je préconise effectivement de rompre le contrat par une rupture conventionnelle plutôt que de s'enliser dans un licenciement qui peut effectivement devenir très très compliqué. Pour, l'assurance chômage également, parce qu'un salarié qui va être épuisé, par, des procédures, va se retrouver en arrêt maladie, puis par la suite va de toutes les façons être licencié pour désorganisation. On va conclure là-dessus. Merci Stéphanie Merci. Roubine, avocate fondatrice de CSR Avocat. Avocat. Tout de suite, on change de registre. On va parler défense du patrimoine culturel par le droit.